Des Bantous des Bantous, ou des Noirs en général? des Noirs en général, attachés à la terre, à l'eau, à la forêt, au feu, parce que chez nous, tu ne peux pas manger un truc sans donner aux ancêtres. Chez nous, Ah oui, on pense que les ancêtres sont partout, il faut toujours laisser tomber un bout pour les ancêtres. On boit un vin, on laisse, on verse un c'est une peu sorte de pour les sacrifice. ancêtres, une sorte d'une reconnaissance à Oui. la tradition. Donc, on est comme ça. Et puis ces valeurs, nous l'avons oublié parce que on a adhéré aux valeurs occidentales. Par exemple, lorsqu'on adhère aux valeurs occidentales, on se dit capitaliste, on fait la course à la recherche, on a oublié le côté là. C'est pour cela que nous sommes en train de dire oui, le capitalisme, c'est bien d'avoir le capitalisme, mais le capitalisme aujourd'hui nous emmène où? On a saccagé les forêts, on a desséché les rivières, on a massacré, on a massacré, on a massacré. La planète aujourd'hui est déséquilibrée. La preuve en est, il y a eu la COP. Elle a toujours été déséquilibrée, mais il y aura non, autre chose attends, à lisser. Il y aura attends, autre chose. attends, on ne, non, appelle l'éternel retour. Attends, on ne peut pas parler de l'éternel de retour parce qu'on ne sait pas pour que le cycle revienne à l'étape où ça a été, ça va prendre quelle durée? La durée d'un cycle. C'est pas ça qui est important. On va laisser un petit peu oui, réagir. on aurait déjà détruit toute une humanité, c'est ça le problème. Le problème ici. Parce que si on peut comparer l'homme à la société, on peut comparer aussi la société à l'ensemble de l'écosystème terrien et la Terre au système solaire et le système solaire à la galaxie. C'est comme des poupées russes en fait, oui, d'une certaine manière. Et dans cet enchevêtrement, il y a des systèmes qui meurent pour renaître en fait. Mais vous savez, et par exemple, on peut considérer très bien que la Terre, c'est un être vivant qui va mourir, qui a sa durée de vie, qui va mourir, mais il y aura autre chose en fait. Mais attends, Madras, lorsqu'on considère l'homme la n'est Terre... pas le centre de l'univers, non, puisque depuis que... Oui, lorsqu'on considère la Terre comme étant un être humain qui va mourir, mais pourquoi on ne laisse pas mourir de sa mort telle que sa nature lui demande? Mais pourquoi nous les hommes, à cause de notre égoïsme, de notre manque de maturité, on détruit la Terre, on lui force à mourir? Pourquoi? On la force à mourir parce que les forces de cohésion qui pourraient renverser le sommet de la pyramide ne sont pas opérantes. Karl Marx disait bien que le monde devrait changer par sa base, en fait. Et il avait raison. C'est-à-dire que d'une certaine manière, l'accession à la richesse et au pouvoir auront ceux-mêmes qui ont la richesse et le pouvoir parce qu'ils s'aperçoivent qu'au sommet de la pyramide, les gens qui sont dessous ont peur d'eux, en fait. Et ça les autorise à les mépriser. Bon, moi, le mépris fait qu'ils continuent à accumuler de la richesse sous forme de liquidité, qu'ils conservent sur leur compte en banque pour pouvoir léguer à leurs successeurs, etc. etc. Mais là, la plupart des recherches scientifiques à Nice, je pense, moi, j'en suis convaincu, elles ont un but de mystification. Par exemple, on met des crédits pour l'arme nucléaire. Mais quelqu'un d'intelligent sait très bien que si on envoie une petite ogive en Russie ou en Iran, le cataclysme sera mondial. On finance par exemple la recherche de la dernière particule en fait. Il n'y a pas très longtemps c'était le boson de Higgs, après ça va être autre chose, mais il y a des êtres humains qui meurent dans la rue, il y a plein de gens qu'on affame, c'est comment... Le monde vit sur la tête, en fait. Les puissants... Les puissants réduisent les têtes les plus intelligentes à l'esclavage par le biais d'une recherche qui est aberrante et dont les premiers intéressés savent très bien qu'elle est absurde au fond d'eux-mêmes, en fait. Yeah. Nietzsche avait tout dit dans la volonté de puissance, en fait. Il avait dit que d'une certaine manière, la vérité et la connaissance du monde dans toutes ses configurations, on ne pouvait pas y accéder. Non, mais on n'est pas dans cette... on n'est pas encore pour accéder, et d'ailleurs, ça cache l'angoisse de la mort. L'angoisse de la mort, à mon avis, est d'autant plus aiguë, d'autant plus aiguisée, d'autant plus perceptible qu'elle s'accompagne finalement d'une angoisse du temps qui passe. Et cette angoisse du temps qui passe, elle est elle-même corrélée
à la lutte pour le pouvoir et à la lutte pour l'argent qui cache et qui dissimule des conflits très physiques et très violents. Mais pour revenir à Karl Marx reconnaît de lui-même qu'il y a une dualité dans l'humanité. Il y a une dualité, puisque d'un côté, il y a le prolétariat, et en face du prolétariat, il y a autre chose. Donc il reconnaît cette dualité dont on a parlé tout à l'heure. C'est pas une dualité qui est monolithique, c'est pas une dualité qui se fréquente pas, c'est une dualité qui s'entremêle, qui s'entrepénètre, qui bouge. Il y a des Mais excusez-moi, Pierre Mathieu, c'est comment vous appelez l'autre bord, celui qui n'est pas le prolétariat, comment ça s'appelle? La bourgeoisie. La bourgeoisie, donc il oppose la bourgeoisie au prolétariat, tout comme on opposait tout à l'heure la tête et le corps. Donc finalement, il reste dans la dualité lui-même, il pose même cette dualité. Oui, mais si par exemple on analyse l'acte de l'ouvrier, au moment même où il casse par exemple un morceau de pierre ou de calcaire sur un mur, eh ben, il fait une opération qui s'apparente à une théorisation du réel. En l'espace d'une toute petite fraction de seconde, il sait par exemple que l'endroit qu'il va frapper, il va le frapper et ça va donner ça en fait. Donc il pourrait potentiellement devenir un Mais qui est-ce qui fabrique à votre avis les machines? C'est le prolétariat ou c'est la bourgeoisie? La bourgeoisie. La bourgeoisie. Donc c'est la bourgeoisie. Le prolétariat est incapable de fabriquer des machines, incapable de concevoir de nouvelles machines. Non mais là il y a une le prolétariat. Non, il y a une. Non, Jacques, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce qu'il y a une erreur théorique. Il y a une erreur théorique là-dedans. Attends, laissons-le s'enfoncer. Allons-y. Une erreur théorique. L'erreur théorique, c'est que les ingénieurs sont eux-mêmes financés, en fait. Et les ingénieurs, dans le cadre des rapports de production et de l'esclavage capitaliste, sont eux-mêmes... Non, mais là, justement, je n'accepte pas. Toi, il a une façon d'assimiler les ingénieurs au prolétariat. C'est tout à fait inacceptable. De même que tu associes ton père au prolétariat. Il y a une élite qui n'est pas le prolétariat. Et une élite qui est du côté de la bourgeoisie, comme tu dis. Donc, cette façon de... Oui, il y a une élite qui s'identifie à la bourgeoisie. Mais non, mais cette élite même, l'ingénieur, il a un pouvoir que n'a pas l'ouvrier. Mais il suffit de lire Karl Marx pour savoir bien Madras. Il y a énormément de strates de la population qui s'identifient à la bourgeoisie. La bourgeoisie, ce qui la caractérise, c'est qu'elle a la possibilité de ne pas... Non, mais je ne parle pas d'identification, je parle du travail. Le travail de l'ingénieur n'est pas le travail de l'ouvrier. C'est pas du tout du même ordre. C'est même s'ils ont la même statut de salarié, leur travail n'est pas du tout le même. N'a pas du tout la même qualité ni la même dimension. Il ne faut pas tout réduire au fait qu'on est... C'est pas parce que des gens sont payés de la même manière qu'ils sont identiques. Non. Madras, je fais... Même le président de la République est payé. Alors à ce moment-là, il est aussi salarié, le président de la République. Il est aussi salarié. Eh ben voilà. Les salariés. Voilà. Donc voilà, je l'ai amené à ces contradictions, ce qui est ma spécialité d'ailleurs. Non, sauf que c'est le gendarme en chef. Oui, non, mais d'accord. Oui. Mettons il emploie le terme salarié pour expliquer que tout le monde est pareil. Non, j'ai pas dit que tout le monde était pareil, mais en tout cas, ce qui est sûr... Le fait d'être salarié est un épiphénomène complètement secondaire. C'est pas un épiphénomène. Si. Non, c'est pas un épiphénomène. Mais si, c'est un épiphénomène. Si, parce que vous mettez sous le terme salarié des êtres qui n'ont rien à voir entre eux, qui n'ont absolument pas la même position. Entre la femme de ménage et le président de la République, ils sont tous salariés. Ils sont dans un temps fragmenté. C'est du délire. Ils sont dans un temps fragmenté qui sont soumis à des échéances. C'est pas du délire. Je ne permets pas qu'on me dise que c'est du délire. C'est du délire d'après votre conception. Oui, regardez. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on doit, comment on appelle ça, encourager le fort. Oui. On doit encourager le fort. Moi, je n'ai jamais... L'effort ou le fort? Le fort. Ah, le fort. Effort. Ah, l'effort. L'effort. On doit encourager l'effort. Le problème étalé par Karl Marx sur la communauté des biens, que les faibles en profitent sur... c'est pas la communauté des biens, c'est la socialisation des moyens. Oui, la socialisation des biens que le faible, le paresseux, doit profiter de l'effort que le musclé, l'intelligent a fait. Moi, je trouve que cette société
on n'aura pas d'évolution. Moi, aujourd'hui, je donne à celui qui a, je refuse à celui qui n'en a pas. Le prolétaire qu'on fait allusion, le prolétaire, il a 46 chromosomes, il a 2 bras, il a 2 pieds, une tête. Il doit aussi faire un effort d'avancer, d'aller un peu plus loin. Le capitaliste, lui, il ne peut pas gaspiller ce que lui, il a gagné avec tant d'énergie qu'il a fourni pour donner aux communistes. Moi, le capitaliste, il a eu un héritage, il a eu tant de... Non, il y a eu d'abord à la base, la sémence qui a été sémée. Aujourd'hui, moi, je suis ici en France, je suis en train de travailler. Demain, moi, je serai un riche, voilà. Mais bien, je ne supporterai pas de voir que non, ce que moi je gagne, on va donner à celui qui ne travaille pas, qui passe tout son temps à dormir chez lui. Ou même celui qui fait un travail complètement inintéressant. Oui. Est-ce que quelqu'un qui est payé pour être là à l'entrée d'une maison, est-ce que c'est la même chose que la personne qui fait des recherches intéressantes? Non. Et même s'ils sont tous les deux salariés, le salaire ne sanctifie pas les gens pour autant et ne met pas au même niveau. Le débat du prolétaire aux capitalistes, à ceux qui gagnent beaucoup, moi je pense que c'est un débat qu'on ne peut pas... C'est la loi du plus fort. Non, il n'existe pas le plus fort. Il n'existe que des faibles qui pensent qu'ils sont dominés par la nature et que d'autres doivent les gouverner. C'est ce que moi j'ai toujours dit en Afrique. L'Afrique, chez moi, on pense que le blanc est toujours intelligent et que l'homme noir est idiot. Moi, je suis en train de dire... Oui, tu parlais d'un complexe d'infériorité. Complexe d'infériorité. Moi, j'ai toujours dit, sortez un peu dans cet état de complexe. On vous refuse pas de travailler comme les autres. Aujourd'hui, vous pouvez travailler aussi, devenir comme X. Être président de la République n'est pas donné seulement... Il n'est pas seulement dit que les bourgeois seront les présidents de la République. Mais si on lit le Capital de Karl Marx, on s'aperçoit que les marchandises ne sont pas produites pour elles-mêmes, mais pour accroître le capital. Et cet accroissement du capital, il a une raison qui est la suivante. Une des raisons qui est la suivante, c'est la connaissance aussi. C'est-à-dire que il y a une partie de la population, au sommet, qui peut avoir une vue d'ensemble, en fait. Mais cette partie de la population qui peut avoir une vue d'ensemble, elle profite de la division sociale de la connaissance et du travail. Il y a une division sociale de la connaissance au niveau des ingénieurs, des universitaires, et une division sociale du travail au niveau des prolétaires et des ouvriers. Mais en fait, tout ça, ça constitue le prolétariat, et ceux qui sont véritablement au sommet, c'est ceux qui disposent de la plus-value mondiale, c'est-à-dire la commission trilatérale, Carnegie, Rockefeller, Rothschild, etc. Et eux, ils peuvent avoir une vue d'ensemble, une vue de grand ensemble, en fait, de grand ensemble, parce qu'ils peuvent lire, apprendre et rendre visite à tous les universitaires du monde entier. Ils peuvent aller partout, en fait, où ils veulent. Et ce qui leur confère cette liberté, c'est le compromis et l'espoir que les hommes des classes subalternes qui constituent une forme de bourgeoisie ont d'accéder au sommet, en fait, d'une certaine manière. Je voudrais revenir sur la notion de capital. On parle du capital. Qu'est-ce qui conduit les gens à capitaliser? J'ai pas mal réfléchi sur ce sujet. Le capital, quelqu'un qui capitalise, c'est quelqu'un qui a peur. Pourquoi est-ce qu'il a peur? Parce qu'il va stocker. Par exemple, moi, j'emploie l'expression. Par exemple, je prends un exemple qui paraîtra surprenant. Par exemple, des personnes je prends par exemple l'exemple de la musique. Bon. Le capital musical, c'est tout ce que la culture a accumulé. C'est un capital. Des personnes qui ne sont pas créatrices vont vouloir capitaliser le passé. Le capital, c'est la volonté de préserver le passé parce qu'on a peur de l'avenir. Bon. Celui qui crée des choses nouvelles, il n'a pas besoin de capitaliser. Et c'est pour ça que je dis que les femmes sont capitalistes, parce que les femmes savent très bien que toutes seules, elles ne sont pas créatrices, et donc elles ne peuvent que stocker ce que les hommes leur ont légué. Et le mot capitaliste, et c'est pour ça que le mot capitaliste et le mot héritier sont communs. Un capitaliste, c'est un héritier. Mais c'est la partie secondaire la véritable humanité, c'est pas l'humanité capitaliste, c'est l'humanité créatrice. Et les gens qui sont créateurs ne sont pas capitalistes. Mais dans la création,
il y a l'idée aussi de suivre une partie de la tradition. Et pour suivre une partie de la tradition, il faut se mettre au courant de cette tradition. Il y a comment? Oui. Il y a des... Ah oui. Il y a des réflexes, Ah des oui. choses, Ah oui. Prendre en compte l'expérience du passé, c'est pas forcément se dispenser d'être Oui. créateur. Oui. Parce qu'on peut reprendre des mais choses ça... du passé pour les transformer. Oui, mais pour justement, les la plupart critiquer. des gens... Et même par exemple, le passé permet de critiquer le présent. Oui. Et de faire un retour sur le présent. Il n'empêche que cette peur, la personne qui a... Par exemple, prenons l'exemple tout simplement, quelqu'un qui a peur du lendemain, il va stocker ce qu'il a vécu jusqu'à présent. Il va accumuler des informations, il va accumuler des données. Pourquoi? Parce qu'il se dit, demain, il n'y aura peut-être rien de nouveau, je ne serai plus capable de créer, donc je vais travailler. Qu'est-ce que le raisonnement des femmes? Je suis désolé d'introduire un discours féministe pour remettre les choses en clair. Les femmes sont par définition capitalistes. Les gens qui ne sont pas créateurs sont par définition capitalistes parce qu'ils vont remplacer la créativité par l'accumulation quantitative. Ils vont remplacer la qualité par la quantité. Le capitaliste, c'est quelqu'un qui n'est pas créateur et qui donc va stocker. Quand on étudie le comportement féminin, on comprend parfaitement ce que c'est que le capitalisme. Parce que les femmes sont intrinsèquement capitalistes, au sens de, elles savent très bien que sans les hommes, elles ne pourront pas faire avancer la technologie, faire avancer la science, et donc elles se disent, eh bien, on va se débarrasser des hommes et on va stocker, on va profiter de ce qu'ils ont déjà produit. Et c'est ça, le capitalisme, c'est un comportement décadent. C'est-à-dire, je ne connais pas l'avenir, donc je vais stocker ce qui a déjà été acquis et je vais m'en contenter. Et quand on regarde les femmes, par exemple dans le domaine musical, elles vont écouter des œuvres d'il y a 200 ans, 300 ans, elles ont un capital culturel. Je suis désolé, ça existe un capital culturel, un capital intellectuel qui appartient au passé, et toi tu viens de dire oui, c'est très bien d'étudier le passé, c'est un raisonnement féminin. Les êtres créateurs n'ont pas besoin, fondamentalement, de ce capital culturel ancien. Parce qu'ils ont en eux-mêmes la dynamique qu'il faut. Et toi-même, tu parlais de l'empirisme tout à l'heure. C'est assez paradoxal, parce que l'empirisme, tu parlais de la sensorialité. Nous avons des sens qui nous permettent de capter la réalité et nous n'avons pas besoin de ce qui s'est dit avant nous. Oui. Bon. Donc c'est faux ce qui est dit là, effectivement. Moi, je pense que l'homme est un cerveau créateur. L'homme est un cerveau créateur. Le passé nous permet seulement, comme un rétroviseur, on ne va pas revenir dans le passé, parce que le passé ne nous avance pas. Maintenant, nous devrons mettre notre capacité créatrice en jeu pour avancer, comme dit Albron, Jacques Albron le dit. L'homme qui s'attarde au passé n'avance pas. Moi, je sais très bien. Par exemple, moi-même, je m'en suis plaint l'autre jour. Je me suis dit, je me suis beaucoup trop intéressé à la culture musicale. J'étais trop mélomane, j'étais trop admiratif des œuvres du passé, et ça m'a bloqué pendant des années ma créativité musicale. Donc, ne croyons pas que parce qu'on va se plonger dans le passé, on va être capable du jour au lendemain d'être créatif. Au contraire, c'est un poids, c'est un boulet, le passé. Et le capital, effectivement... C'est pas ce que diraient les historiens, en fait. Mais moi, je suis un historien. Et je sais très bien que l'historien, alors je suis d'accord là-dessus, l'historien a le devoir d'explorer le passé pour pouvoir réparer les erreurs, réparer les systèmes qui se sont détériorés. Effectivement, là, il a une tâche fondamentale. Mais qui est historien? Tout le monde est historien. Sur 1000 personnes qui étudient le passé ou qui s'intéressent au passé, il y en a un qui est historien. Il ne faut pas croire que tous les gens qui passent leur temps dans les bibliothèques sont des historiens à proprement parler. Je n'ai pas dit ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense et j'en suis convaincu que pour devenir un homme libre, il faut étudier l'histoire. Mais pourquoi pas? Personne ne dit le contraire. D'ailleurs, de toute façon, je vais dire les choses clairement, et c'est là que je ne suis pas d'accord avec... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Anicet Blaise, à savoir qu'il y a d'un côté la sociologie, qui est une science des choses qui reviennent, qui sont des constantes, qui sont des choses de l'ordre du cyclique, et de l'autre côté, il y a l'histoire qui est de l'ordre de l'aléatoire, de l'ordre de la liberté. Nous avons ces deux dimensions. Et moi-même, j'ai la chance d'être à la fois historien et sociologue, c'est-à-dire que j'étudie les systèmes, mais je suis bien conscient que ces systèmes, pour pouvoir les reconstituer, il faut voir toutes les bêtises, toutes les erreurs que l'on a commises. Il faut être un spécialiste des contrefaçons, des supercheries, des corruptions,
de tous ces trucs-là qui se sont accumulés et qui vont occulter notre rapport au savoir. Mais en réalité, c'est parce que justement on est en phase avec la créativité d'aujourd'hui qu'on va pouvoir réparer le passé. C'est la connaissance du présent qui nous permet de réparer le passé. Celui qui est plongé dans le passé et qui n'a pas de rapport avec la réalité. Parce que pourquoi cette réalité? Parce que cette réalité, c'est le passé aussi. Est-ce que nous-mêmes, que nous sommes en train de parler là, nous ne sommes pas les héritiers de notre passé? Mais c'est un passé génétique et non pas c'est pas un passé culturel. Non, justement, parce qu'on peut pas... Nous sommes véritablement des capitalistes au niveau génétique. Mais nous ne sommes pas des... Mais le capitalisme, le vrai capital important, c'est celui que nous recevons dans nos gènes. C'est pas le savoir que nous recevons par la formation, par la lecture. Le savoir par la formation peut être subversif parce qu'à l'aide de savoir, on peut utiliser les armes de l'adversaire pour mieux subvertir ceux qui sont des mais non, la seule subversion, c'est celui qui connaît parfaitement la nature humaine aujourd'hui, qui l'a observée de lui-même et qui n'a pas observé à travers le prisme de ce qu'on lui a dit. Parce qu'à ce moment, c'est un aveugle qui ne connaît le monde que parce qu'on lui en dit. Moi, je pense que le monde n'évolue que dans le doute. Pourquoi le doute? C'est dire que ce que je vis n'est pas bien pour continuer. Le passé que nous avions, le passé matériel, ne nous avancera pas. Moi, toutefois, j'ai déjà dit ça à mon frère, à Mathieu, que, écoutez... Ah, Mathieu, c'est ton frère? Oui. Ah, d'accord, nous sommes tous tes frères. Oui, on est tous des frères, moi je l'appelle frère. Que, oublie un peu le débat prolétarien, capitaliste. C'est un débat qui aujourd'hui ne produit rien. Parce que moi je crois qu'un prolétarien peut devenir capitaliste, comme un capitaliste peut devenir prolétarien. La notion du Bing... Non, mais mais je ne suis pas d'accord. Le prolétarien qui est consommateur, il est capitaliste à son niveau. Il accumule des stocks de biens. Quelqu'un qui accumule chez lui des stocks de choses qu'il a acquises, même une petite chose de rien du tout, c'est un capitaliste. Pour moi, quelqu'un qui accumule quoi que ce soit et qui est attaché aux objets est un capitaliste. Un petit capitaliste ou un grand capitaliste, pour moi, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Mais non, le capital que nous cherchons aujourd'hui, c'est le capital créateur. Comme j'étais lu le 2e chapitre de mon livre, on a vu que le capital humain a développé avec le temps. Au fur et à mesure que l'homme évolue, et l'homme changeait ses structures. Il quitte l'état sauvage, il rentre, il crée ses chefferies, après il commence à l'empire, il crée des démocraties. Aujourd'hui, nous sommes dans un régime républicain. Mais dans un régime républicain, on est en train de penser encore, y a-t-il un régime, si on peut, peut-être, si un jour on quitte le régime républicain, on arrivera à un autre régime, on est en train de voir, est-ce que le régime fédéral, c'est pas un bon régime pour l'humanité? Oui, c'est pas mal ça. On est en train de réfléchir sur ça. C'est un truc qu'on doit regarder. Même le communautarisme est une bonne chose. Bon, le communautarisme, je n'adhère pas trop au communautarisme parce que ça rend les gens paresseux. Non, mais communautarisme, ça veut dire tolérer qu'il y a d'autres. Moi, je disais toujours à Mathieu qu'il faut savoir à qui on appartient, le groupe auquel on appartient. Chaque groupe a ses valeurs, a ses codes. Et si je n'appartiens pas à ce groupe, je ne partage pas les mêmes codes. Mais je peux tolérer que ce groupe existe. Maintenant, et réciproquement. Maintenant, à la base de tout ça, pour que nous adhérons à une nouvelle philosophie mondiale, à la base de tout ça, il faut que nous acceptons l'équilibre. L'équilibre, Mathieu a sa définition de l'équilibre, mais moi je pense que l'équilibre, c'est unir les forces de la Terre, qui sont les esprits de la Terre, à ce que notre intelligence arrive un peu à avoir une place, à donner une place au génie humain. On ne peut pas aujourd'hui aller dans un capitalisme intellectuel tel que nous le faisons aujourd'hui sans que nous donnons un sens à notre conscience qui est notre spiritualité. Qu'est-ce que tu entends par génie humain? Dans quel sens tu dis? Le génie humain, regardez par exemple, tout à l'heure là, Mathieu a dit que c'est bon de détruire la Terre va se régénérer par des cycles, tout machin, c'est un cycle. C'est une vision anti-humaniste d'ailleurs. Voilà, une vision anti-humaniste. Nous sommes humanistes et lui il est anti-humaniste. Non, je ne suis pas anti-humaniste, pas du tout.
Mais comment c'est commencé. Mathieu, laisse-moi d'abord Une espèce de Non, non, je suis pas misanthropisme, en anti-humaniste. quelque Voilà. misanthropisme. Laisse-moi Je d'abord- suis pas anti-humaniste. Misanthrope. laisse-moi d'abord Je suis finir ma lucide. pensée. Je suis lucide, c'est un ensemble de choses, par exemple, qui créent l'histoire. Et s'il la- n'y a pas de révolution, il n'y aura pas de, Mais comment, là, de salut pour la Mais Terre. il y a constamment eu des révolutions, on vit constamment dans la révolution. On ne fait pas la révolution. La révolution des moyens de production, On mais ne pas fait la pas- révolution. Qu'est-ce on que ne c'est que la fait révolution des moyens de production? Mathieu, on ne fait pas la révolution en détruisant l'équilibre. En détruisant... Mais l'équilibre, il n'existe pas parce que même la Terre, par exemple, elle est sur un angle Non, mais oblique. attends. fait. Oui, Attends, oui. tu ne peux pas... D'après Non, d'après Mathieu. l'axe de l'équilibre. Oui, ça a Si, permis de Mathieu, faire les Mathieu, saisons, d'ailleurs, Tu ne oui. peux pas, tu ne peux pas dire que l'équilibre n'existe pas. l'équilibre n'existe pas. Mais c'est quoi cette révolution? Attendez, j'aimerais bien qu'il nous parle en quelques secondes de qu'est-ce que c'est que cette fameuse révolution qu'il attend et qu'il... Qu'est-ce que ça veut dire cette C'est le révolution? sabotage. La révolution, la révolution. La Qu'est-ce que c'est révolution. que cette Donc, révolution? C'est le sabotage. Moi, si je te... Non, mais je sais même pas qu'il s'exprime, qu'il avoue son... Si je te Qu'est-ce qu'il comprends bien, raconte? C'est c'est le le renversement de la logique capital-marchandise, capital accrue en marchandise fait pour elle-même, en fait. Mais tu n'écoutes pas ce qu'on a dit. On a dit que c'était les peureux qui capitalisaient, que le vrai capital... Comme il dit, on a un capital qui est génétique, qui nous descend depuis des millénaires, et qui est là. Maintenant, ceux qui n'ont pas ce capital génétique, ils vont substituer à ce capital génétique un capital culturel. C'est bien ça le problème des femmes. C'est que n'ayant pas ce capital génétique, elles vont accumuler un capital culturel. Et ce sont elles les vrais capitaux. Ça permet de s'émanciper, en fait. Comment? Et c'est justement... et La c'est Non. culture ne te justement- donne Non. pas... la- Non, mais tu parles comme une... De toute façon, tu appartiens à des codes féminins, je suis C'est désolé. déjà Lénine qui le disait, en fait. Et alors, comment ça? Qu'est-ce qu'il disait? Que la culture permettait de s'émanciper. Qu'est-ce que ça voulait dire? On Euh, cite pas comme ça, non, hors contexte des Mathieu, propos. Attends, Mathieu. Aujourd'hui, si tu On n'es n'est pas pas le dictionnaire un des aigle, citations. aujourd'hui, si tu n'es pas un aigle, à force de voler, tu ne deviendras pas un aigle. Tous les oiseaux survolent l'espace, mais ne sont pas des aigles. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Je pense que Jacques Albron a parlé là avec beaucoup d'éclaircissements. Le capital génétique, c'est ça qui fait de nous, c'est ça qui nous donne des capacités de devenir, de créer. Mais le capital culturel ne nous permettra pas de créer. Aujourd'hui, tu écris des livres, non? Oui. Tu es poète. Est-ce que tous les amis avec qui vous avez appris la culture ont les mêmes capacités que toi? Non. Ça se fait déjà voir. Aujourd'hui, Mais moi, quelle est la part de l'inné et de l'acquis? Mais On ne saura sur jamais. 10 000 personnes qui écoutent de la musique classique, il y en a combien qui sont capables de faire quoi que ce soit de même niveau? de même niveau. Oui. Et même sur tous ceux qui sont des pianistes, des instrumentistes, combien sont capables de créer une œuvre aujourd'hui? Donc, tu vois bien qu'ils sont prisonniers de cette culture et qui n'en sortent pas et qui sont prisonniers de cette culture. Voilà, on Non, peut je suis dire- d'accord, on je suis peut d'accord dire avec à toi, la Jacques. base. Mais en tout Madame. cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne veut pas dire connaître la tradition, connaître ce qui a eu lieu dans le passé. Ça veut pas dire. Mais ça veut dire quoi? forcément Connaître. Il faut le connaître de manière critique. Voilà. C'est ça la différence. Il ne s'agit pas de connaître et de lire bêtement. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait avoir un esprit critique et que je revendique d'avoir cet esprit critique. Voilà. Mais c'est pas n'importe qui peut avoir cet esprit critique. La plupart des gens qui lisent, ils n'ont qu'un esprit critique. Ils ne sont pas capables de... Ils ne voient même pas les erreurs. Par exemple, moi je connais, dans le milieu astrologique, je connais très bien, les gens, ils apprennent des choses, ils ne voient même pas les erreurs de création, de conception, les incohérences, ils ne lisent pas, ils ne voient pas, ils n'ont pas un système intellectuel qui leur permet de voir où sont les erreurs. Or, accepter une tradition dont on n'a pas corrigé les erreurs, c'est du poison. C'est du poison. C'est de laisser passer. Et même quand tu acceptes le marxisme, je me suis posé la question, est-ce que tu comprends que tous les marxistes n'ont pas le même discours que toi? Non. Bon, est-ce qu'il y a des conflits, il y a des discussions entre les marxistes? Tu me présentes ça comme si le marxisme était une sorte de doctrine qui était universelle et totale. Mais il y a des tas de marxistes qui t'enverraient promener, mon pauvre ami. Et d'ailleurs, c'est du marxisme déjà archaïque dont tu nous parles. Aujourd'hui, la culture peut servir à stimuler une intelligence. Mais la culture ne te donne pas de l'intelligence. Le seul exemple qui va à l'encontre de cela, c'est l'apprentissage du langage. Alors là, il y a un problème. Parce que et j'ai beaucoup mis l'accent sur les langages. Le fait d'apprendre le langage, c'est ça qui confère à la culture un poids démesuré. Parce qu'effectivement, ce n'est pas en nous, nous ne naissons pas avec un langage. Non. On est bien d'accord là-dessus. Donc effectivement, nous sommes bien obligés de passer par la culture pour apprendre à parler.
Et c'est justement à cause de ce bagage linguistique de départ qu'on va élaborer toute une mythologie de la culture. Et que beaucoup de gens, d'ailleurs, ne connaissent... Leur seul savoir, c'est le savoir qu'ils ont appris en apprenant la langue. Donc, effectivement, il y a une interface, c'est le point faible, quelque part, du système, c'est qu'effectivement, quoique moi, personnellement, par exemple, quand je fais de la musique, je préfère ne pas employer de langage, parce que c'est plus ça, mais effectivement, à partir du moment où je dois apprendre le langage, ça donne des arguments à ceux qui défendent la culture pour montrer qu'on ne peut pas échapper à cette culture. Seulement, moi, je dis que ce langage lui-même, il peut être réparé, ce langage. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, moi j'ai montré qu'une langue donnée donne une division tout à fait déformée de la réalité. L'autre jour, on avait une discussion sur le mot travail. Eh bien, si on fait de la philosophie à partir de la langue française, on n'arrive pas du tout aux mêmes conclusions que si on fait de la philosophie à partir de la langue anglaise ou de la langue allemande. Donc finalement, ce langage, qu'est-ce qu'il nous donne? C'est un petit... Alors c'est un capital. Nous recevons un capital linguistique à l'origine. Mais ça fait penser à la parabole que j'entendais ce matin des talents. N'est-ce pas? Les talents, c'est ça. Vous connaissez dans l'Évangile la parole des talents? Voilà. Alors effectivement, il y a celui qui reçoit des talents et qui ne sait même pas en faire quoi que ce soit, et l'autre qui sait faire fructifier ses talents. C'est toute la différence. Combien sont capables de faire fructifier même le capital langagier? Effectivement, nous sommes tous de ce côté-là des capitalistes. Nous sommes tous victimes du capital que nous avons reçu. Il ne faut pas faire l'amalgame entre la fructification de ce qu'on a avec le capital au sens financier du terme. Le capital au sens financier du terme, c'est vraiment une volonté de dominer la planète, à la fois par le savoir, par la force. Le capital, bon, on a dit tout à l'heure, on a discuté de ça assez largement, le capital, c'est la peur du lendemain. Je capitalise, et même le fait même de faire par, et même le fait de mettre par écrit. Parce que le fait l'écriture, c'est déjà un capital. Et on sait très bien que ce sont les civilisations qui avaient peur de disparaître qui ont mis par écrit. On sait très bien dans le domaine du judaïsme que c'est parce que c'est la peur de la perte de la mémoire orale qui déclenche du capital. C'est-à-dire que c'est toujours la peur. On capitalise. Le capital génétique, c'est quelque chose qui n'est pas dû à la peur, mais tout le capital culturel, c'est créé par... On crée des bibliothèques et des musées parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur pour le lendemain. On a peur de ne pas faire la même chose demain. Ou plus exactement, on a peur d'être lâché par les créateurs. Et donc on s'est dit, au moins, on va pouvoir récupérer ce qu'ils ont laissé. C'est exactement le raisonnement des bonnes femmes. Elles se disent, après tout, pourquoi elles ne s'intéressent pas tellement à la musique contemporaine? Parce que, mais on a déjà bien assez avec Beethoven, Bach, Mozart. Eh bien, comme ça, on a notre petit capital. Et donc, si jamais les créateurs disparaissent, on aura toujours ça sous la main. Ça c'est fort. Ça, c'est fort. Je pense que aujourd'hui, l'écriture telle que l'autre là, c'est la peur de disparaître un jour et de ne rien laisser. Moi, par exemple... Pour que l'humanité se souvienne de notre passage, nous devrons écrire. Oui. On doit écrire, on doit griffonner sur les murs, on doit tout faire, et que l'humanité doit se souvenir que non. Non, mais les musées, les bibliothèques, c'est quelque part, c'est sinistre. Ouais. Ce sont des cimetières. Moi-même, j'ai passé ma vie dans les bibliothèques, mais c'est quand même quelque part, sauf pour des très rares personnages qui sont capables d'avoir une approche intéressante. Maintenant, Jacques, revenons un peu. Ouais. Comment on peut imaginer un monde sans culture? Est-ce qu'un tel monde aura une évolution? Non, je n'ai pas dit cela. J'ai dit que tu connais mes théories là-dessus peut-être, la culture, c'est fait pour les femmes. Pour les gens qui ne sont pas créatifs, la culture, c'est le salut. Donc la dualité marxiste, moi je la refuse, c'est pas la dualité entre le prolétariat et la bourgeoisie, c'est la lutte entre les femmes et les hommes. C'est ça la véritable dualité. C'est ça la vraie dualité qu'a manqué Marx. Effectivement, donc je ne dis pas du tout que la culture soit nécessaire, je dis qu'elle est nécessaire pour les populations inférieures, les populations non créatives, oui, elle est nécessaire, c'est leur planche de salut, parce qu'elles se disent, grâce à la culture, je puis être libre des créateurs de demain. Je n'ai pas besoin d'eux. Même s'ils crèvent, même si l'humanité ne crée plus, j'aurai au moins tout ce capital culturel sous la main dont je vais pouvoir disposer, toute la littérature, toutes les bibliothèques, etc. C'est une sorte d'assurance sur l'avenir, le capital. C'est pas seulement une sorte d'assurance sur l'avenir, c'est aussi un moyen de voyager quand on n'a pas les moyens financiers.
Bon, écoutez, on va pas rentrer dans les petites discussions là-dessus. C'est pas des petites discussions, hein, c'est vrai. Bon, d'accord, bon, alors là, le C'est un débat... moyen de voir les habitudes des classes aussi. Oui, bien sûr. De voir, de connaître les us et coutumes des groupes qu'on n'aura jamais la possibilité de fréquenter. Donc, moi, bon, je d'accord, pense que mon heure est arrivée. Voilà. Et ça plaît pas trop aux hommes de pouvoir. Si on peut remettre... ça c'est un autre sujet. Voilà. L'apologie de la culture, bon, oui, c'est assez limite. Mais pour les femmes, en tout cas, c'est important. Et quelqu'un qui revendique la culture à ce point-là, à mon avis, il est très féminisé. Donc,